Bonjour, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Au programme aujourd'hui, un lycéen sans papier incarcéré à Rennes, des facteurs en grève à Quimper et la Banque alimentaire qui fait appel, comme chaque année, à votre générosité. Et puis, comme chaque jour, focus sur l'un des partis en lice pour les élections régionales. Et puis aujourd'hui, on parle également de BD, mais de BD pour la bonne cause, puisque ce samedi, Zéphyr organise sa vente aux enchères annuelle au profit des malades de la mucoviscidose, de la recherche pour la mucoviscidose. Olivier Mignien, bonjour. Bonjour. Alors c'est vous qui organisez ce bel événement caritatif. Vous êtes aussi chercheur à l'INSERM à Brest, c'est l'Institut national de la recherche médicale. Qu'est-ce que ça veut dire, Zéphyr ? Alors Zéphyr, ça vient en fait de la condensation de plusieurs choses. Zéph, le vent, Ir, la pointe, Zéphyr, le souffle, et phylactère, les bulles de BD. Donc c'est la condensation de tout ça. Super, alors on en parle ensemble tout à l'heure de Zéphyr. Et puis Gwen Fleur, elle a aussi. Bonjour Gwen. Bonjour Pauline. Et vous venez comme chaque mercredi avec plein d'idées sorties dans les poches. Oui, et on peut tout de suite annoncer quand même que les concerts de Boulevard Désert ce jeudi et Marina Kaye ce samedi au Vauban à Brest tous les deux sont complets. Mais il y a plein d'autres rendez-vous. Oui, on le sait, ce sera tout à l'heure dans l'Instant Culture. Et tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce mercredi 25 novembre. Dans le cadre de l'état d'urgence, la préfecture du Finistère interdit les manifestations sur la voie publique, festives ou revendicatives, à l'exception des hommages aux victimes des attentats de Paris. Une mesure mise en place du samedi 28 novembre à minuit jusqu'au lundi 30 novembre à minuit. Précisons que les brocantes et les marchés de Noël ne sont pas concernés. Entamée lundi, la grève des postiers quimpérois a continué ce mercredi. Si 3 facteurs sur 4 font grève dans la capitale de Cornouailles, c'est pour protester contre leur transfert du centre-ville vers la plateforme d'Ergué-Gabéric, une commune distante de Quimper de 6 km. Une réorganisation menée sans l'accord des syndicats. Et à ce propos, on écoute Yvon Abivin, il est délégué syndical Sud, au micro de Christophe Boucher. Cette réorganisation a été menée de la part à la hussarde, on a tendance à dire, puisqu'effectivement nous n'avons pas été écoutés sur quelques revendications que ce soit. Une réorganisation destructrice qui aujourd'hui voit la disparition de 9 positions de travail de facteurs quand même sur cette plateforme. Aujourd'hui sur la baisse de trafic, on nous annonce, et l'ARCEP le confirme dernièrement, une baisse de 3 à 4%. Pour autant, on applique une baisse de 14% des effectifs aujourd'hui sur Quimper, plateforme distribution de courrier. Par rapport à ces élections qui approchent, vous avez laissé entendre que potentiellement les prix liés aux élections ne seraient pas distribués. On a eu une réponse du directeur qui nous a fortement étonnés, qui était « je n'aurai pas de scrupules à faire traiter ce produit-là par des sous-traitants ». Donc vraiment on tombe des nues. Aujourd'hui ce produit vient d'arriver dans certains établissements, donc il est déjà au tri aujourd'hui. S'il arrive sur Quimper, effectivement les usagers vont être pris en otage sur ces élections-là. Ce qui n'est pas du tout de la volonté du personnel en grève aujourd'hui. Et ce jeudi matin, les postiers décideront s'ils reconduisent le mouvement. Hamza n'a pu se rendre au lycée du Puy-de-Dôme à Brest depuis lundi car il est incarcéré à Rennes. À 19 ans, ce jeune Tunisien sans papier risque de se faire expulser ce mercredi, tandis que le tribunal administratif de Rennes jugeait son cas. Dans son lycée brestois où il suit un CAP électricité, ses camarades et ses professeurs se mobilisaient. Camille Pochet les a rencontrés. Hamza, 19 ans, est tunisien. Il a été arrêté ce samedi à Brest. Sans papier, il est aujourd'hui menacé de reconduite à la frontière. Lors d'un contrôle et tout, il a été pris par la police et tout, donc il risque d'être expulsé en fait. Donc c'est pour ça qu'on le soutient, pour ne pas qu'il soit expulsé. On traînait souvent ensemble, c'était un très bon ami, il était solidaire et on a pu partager de très bons moments ensemble. La plupart des élèves de sa classe de première année de CAP ignoraient sa situation. Ce lundi, quand ils ont appris la nouvelle, ils ont lancé une pétition pour demander la libération du jeune homme et qu'il puisse continuer ses études au lycée du Puy-de-Dôme. Il y a plus de 400 signatures des personnes qui ont signé, qui sont prêts à ce qu'ils ne soient pas expulsés, qui demandent toujours à ce qu'ils réintègrent l'école et tout. Franchement, les gens sont mobilisés et tout, donc vraiment ça nous fait plaisir. C'est un peu la loi, mais ça serait bien qu'il trouve un moyen pour qu'il ait des papiers, quoi. Notre but à nous, c'est de le défendre
et pour qu'ils réintègrent l'établissement. Avec 400 signatures en 3 jours, l'opération de solidarité se montre particulièrement efficace. La situation paraît choquante pour ses professeurs et les élèves qui le connaissent. C'était un élève sérieux, motivé, et puis qui n'hésitait pas à aider les autres. S'il a besoin de nous, nous on sera là pour l'aider autant que possible. C'est un peu injuste parce qu'il ne cause pas de soucis à quelqu'un, c'est un citoyen comme tout le monde. Bien vrai, il n'est pas en situation de règle, mais il a intégré une école, donc qu'il parte au bout de sa formation, avoir des diplômes, et puis après, maintenant, essayer de voir, quoi. Au lycée du Puy-de-Dôme, élèves comme professeurs sont mobilisés pour qu'Hamza puisse reprendre ses études. Et c'est un secteur qui ne connaît pas la crise, malheureusement. Les collectes de denrées alimentaires augmentent un peu plus chaque année. Et alors, comme chaque mois de novembre, la Banque alimentaire va faire appel à votre générosité à l'entrée des supermarchés. Explication avec Frédéric Lorenzon. Mercredi, jour de livraison au dépôt de la Banque alimentaire à Brest. 45 associations du nord du département viennent s'approvisionner pour leurs différentes actions caritatives. Moi, je travaille dans une association qui accueille donc des adultes en précarité avec des troubles psychiques. Et du coup, je les accompagne au quotidien et on propose donc des repas sur la maison qu'on partage ensemble. Et la Banque alimentaire nous permet du coup d'avoir les denrées nécessaires pour ces repas. Je viens 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Et je remplis un espace à chaque fois 400 kilos, 300-400 kilos. Chaque année, dans le Finistère, la Banque alimentaire distribue l'équivalent de 500 000 repas à plus de 8 000 bénéficiaires. Dans cet entrepôt, les palettes de nourriture vont et viennent et le stock doit se refaire une santé en permanence. La collecte nationale est donc primordiale. Plus de 2500 bénévoles finistériens vont se mobiliser aux entrées de plusieurs dizaines de magasins ce vendredi 27 et samedi 28. Une opération qui permet de diversifier les approvisionnements. Elle nous permet d'avoir des produits que nous n'avons pas d'habitude, que nous ne pouvons pas recevoir soit de l'Europe, soit de l'État, soit des grandes et moyennes surfaces, soit de l'industrie agroalimentaire. 3000 bénévoles vont collecter des dons dans le Finistère. 50 tonnes pour le seul dépôt de Brest seront collectées ce week-end. La Banque alimentaire a identifié certains besoins. Alors nous avons besoin en particulier de produits de conserve, surtout pas de produits frais. Pas trop de pâtes ou de riz qui sont en surabondance chez nous, mais par contre des produits festifs comme le chocolat. On peut aussi avoir des conserves de poissons. Ils demandent tout le temps, surtout ceux qui sont en squat, ceux qui n'ont plus d'électricité et qui viennent pour des douches à l'association. On a besoin de gel douche, de dentifrice, de brosse à dents, tout ce qui est produit d'hygiène. Tout au long de l'année, les commerces de bouche donnent leurs invendus à la Banque alimentaire, mais la collecte dans le Finistère permet de couvrir près de 15% des besoins en seulement 2 jours. Allez, maintenant, comme chaque jour, on met un coup de projecteur sur l'un des partis en lice pour les élections régionales. Et ce mercredi, focus sur les Républicains, menés dans le Finistère par Gaël Nicolas. Alors, comme pour chaque tête de liste finistérienne, nous lui avons posé 4 questions concernant les transports, les énergies renouvelables et l'économie. Écoutons ses réponses au micro de Julie Sicot. Dans un contexte d'arbitrage budgétaire, la priorité de mettre Brest et Quimper à 3 heures de Paris ne va-t-elle pas privilégier le développement de l'axe Rennes-Nantes au détriment du réseau des TER et donc de la Pointe Bretonne? Nous n'opposons pas les lignes de TGV avec le TER et les autres modes de transport. C'est essentiel pour la Pointe Bretonne d'être reliée à Paris, que ce soit Brest ou Quimper, d'être reliée à 3 heures par le TGV à Paris, ne serait-ce que pour le désenclavement et le développement de la Pointe Bretonne. Et on le voit, les choix ont été faits au niveau national concernant les autres régions qui ont été rapprochées par la ligne de TGV. Et on ne voit pas pourquoi l'extrême ouest breton serait la seule région pénalisée. En 5 ans, quelle part d'énergie renouvelable souhaitez-vous atteindre en Bretagne? Ce qu'il faudra dans l'avenir, c'est travailler pour assurer cette sécurité en matière électrique, et notamment il y a le projet de centrale dans le Finistère que nous soutenons. Ensuite, les énergies renouvelables doivent bien évidemment se développer, et on parle des énergies marines notamment, que nous soutiendrons dans l'avenir. Quel est le secteur économique breton sur lequel la région doit concentrer ses efforts pour dynamiser l'économie régionale?
À partir du 1er janvier 2016, la région Bretagne va prendre la compétence économique sur l'ensemble du territoire breton et des départements, et ça c'est extrêmement important. Donc on connaît les piliers traditionnels de notre économie qu'il faudra défendre, à savoir l'agroalimentaire, la pêche, également le tourisme, le bâtiment et les autres activités. Je pense aussi, dans l'avenir, ce qui est important, c'est de mettre l'accent, et ça fait partie de nos objectifs, mettre l'accent sur l'innovation, la recherche, et notamment en matière de ressources marines. Si vous êtes élu à la région, quelle sera la première mesure que vous prendrez ? Prioriser une action par rapport à une autre, c'est difficile. Notre programme contient 55 actions très concrètes que nous mettrons en œuvre. Pour ma part, ce que je souhaite, c'est que dès le début de ce mandat, on s'engage de manière volontaire et dynamique en faveur de l'économie et de l'emploi. Je pense aux jeunes, notamment, qui ont besoin de trouver un emploi dans la région. Je pense à la formation qui doit être en adéquation par rapport aux besoins des entreprises, à l'apprentissage, à toutes ces actions qui sont nécessaires. Et donc, je m'y emploierai, en tout cas, en tant que candidate et future élue au Conseil régional. Voilà, et rappelons que Les Républicains est l'un des 11 partis en lice pour les élections régionales qui se tiennent ces dimanches 6 et 13 décembre. Allez, si vous voulez faire une bonne action ce week-end, achetez des planches de BD. On vous explique tout avec notre invité. Olivier Mignien, vous faites partie de l'association Gaëtan Salin qui porte le projet Zéphyr depuis 2013. L'objectif est de récolter des fonds pour aider la recherche contre la mucoviscidose, décidément. On connaissait déjà de nombreuses courses à pied pour lutter contre la maladie, mais avec Zéphyr, vous proposez un événement original, une vente aux enchères de planches de BD qui se déroule pour la 3e année consécutive à Océanopolis ce samedi. Comment est née l'idée d'associer la BD à la recherche médicale ? Alors, l'idée est née il y a 4 ans de ça, et l'idée était d'allier en fait une passion personnelle qui est la bande dessinée, avec la volonté effectivement de proposer un événement qui soit plus socio-culturel que sportif. Et donc la conjonction de ces deux idées a donné naissance à Zéphyr en fait. Ça permet de toucher un autre public justement que les sportifs. Voilà, alors ça n'empêche pas les sportifs de venir, bien sûr. Mais ça touche effectivement un autre public et ça permet peut-être d'élargir le champ des horizons pour le soutien à la recherche. Combien a rapporté la vente les 2 dernières années ? Alors, la première année, nous avons reversé 32 000 € à l'association et l'an dernier, nous avons reversé 48 000 € à l'association. Qu'est-ce que permet concrètement de financer cet argent ? Alors, pour essayer de donner un ordre d'idée, la première année, ça permet de financer un technicien de recherche et la deuxième année, un ingénieur de recherche, tout ça pendant une période de 1 an. À l'INSERM. À l'INSERM, voilà. Alors, qui sont les auteurs qui vous lèguent des planches pour la vente aux enchères ? Comment ça se passe ? Vous allez vous les chercher Alors, sur 500, il y a peut-être 500 histoires, puisque depuis la création de Zéphyr, on est maintenant à plus de 500 auteurs qui ont contribué. En règle générale, c'est des rencontres. C'est aussi par le biais des réseaux sociaux. Et après, c'est des auteurs qui contactent d'autres auteurs. Voilà, on essaye de structurer un peu un réseau de contributeurs. Donc là, il y a 500 cette année, 500 planches, 500 dessins, 500 voilà, auteurs. Cette année, il y a 580 œuvres qui sont exposées et vendues et 300 auteurs qui ont contribué donc au don de ces 580 œuvres. Et ça fait à peu près 150 nouveaux auteurs cette année, plus des auteurs qui ont participé aux éditions précédentes. Gwen ? Non, mais je me demandais s'il y avait des auteurs bretons. Alors, il y a des auteurs locaux, il y a Gwenda Lemercier, Briac, Gildas Java, Arnaud Le Gouefflec, il y a des auteurs locaux, puis il y a aussi des auteurs internationaux, puisqu'il y a des auteurs de Belgique, de Suisse, du Brésil, des États-Unis, d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie, voilà. L'événement à fêtage d'huile, certains ont parlé dans le milieu. Alors chaque année, il y a des parrains de l'événement. Qui sont-ils cette année ? Cette année, c'est Emmanuel Lepage, qui est aussi un auteur breton, et Bruno Bessadi, qui est un auteur de comics qui, lui, vient du sud de la France. À combien partent les lots les plus chers ? Alors cette année, le lot le plus cher que nous mettions en vente, c'est une illustration faite par Philippe Drouillet, le créateur de Métal Hurlant, qui a réalisé une illustration spécialement pour la vente, et elle est mise en vente à 2 500 €. Ça arrive souvent que des illustrateurs, des dessinateurs fassent quelque chose spécialement pour la vente, ou en général, c'est des planches qu'ils ont dans leurs archives personnelles ? La plupart du temps, c'est des planches qu'ils ont en archive, et puis maintenant, de plus en plus, avec un petit peu le fait que les gens nous font de plus en plus confiance,
on a des planches créées spécialement pour la vente. Enfin, des illustrations ou des planches créées spécialement pour la vente. Alors dans le public, j'imagine qu'il y a des collectionneurs parce que ça touche à la fois des jeunes, des familles, des amateurs de BD et puis des collectionneurs qui doivent venir de loin aussi. Voilà, on a la chance d'avoir un public très vaste et c'est une volonté de Zéphyr, c'est justement permettre l'accès à tout cet univers de la BD au plus large public possible. Donc on a des familles, on a des amateurs de BD qui viennent découvrir la BD, puis on a des gens qui sont à la recherche vraiment d'une œuvre particulière et qui vont soit participer aux enchères par téléphone, à distance, ou venir de loin, puisqu'il y en a même qui prennent l'avion pour venir participer à la vente. Cette année, c'est quoi la planche, votre planche coup de cœur à vous, celle que vous aimeriez accueillir peut-être, Olivier? Ma planche coup de cœur, c'est une illustration qui a été faite par Ruben Pereiro, qui vient de reprendre Corto Maltese. Ouais, j'ai cru voir passer Voilà, un Corto Maltese. Ils sont venus d'ailleurs sur le plateau de l'Instant T. Voilà, donc moi j'ai connu la BD avec Corto Maltese. Donc quelque part c'est un peu voilà. Bon alors celle-là parce qu'elle m'intéresse aussi. Elle est à combien, Olivier? Celle-là, elle va être mise en vente à 700 €. D'accord. Après. On voit que c'est quand même quelque chose qui va être c'est très quasiment recherché quand ça commence à se créer là. Cette illustration-là, c'est la première illustration mise en vente du nouveau Corto Maltese. Donc c'est très rare, c'est voilà. un très bel objet. Vous parliez de participer à distance. Comment ça se passe? Si on ne peut pas être à Océanopolis samedi, comment on fait pour avoir Corto Maltese? Voilà, ceux qui ne pourront pas être présents le jour J, en fait, ils peuvent soit participer à la vente au téléphone, soit donner des ordres d'achat au commissaire-priseur. Parce qu'en fait, toute la vente est organisée bénévolement et très généreusement par Maître Lannon, le commissaire-priseur. Et donc, en s'inscrivant sur le site de Maître Lannon, on peut soit être appelé pendant la vente, soit donner des ordres d'achat. D'accord. Alors, on s'inscrit avant sur le Internet, site Internet. Directement. Il y a eu aussi une vente à prix fixe oui. à Océanopolis. Qu'est-ce qu'on y trouve? Donc, ça veut dire qu'il y a des stands de BD, de dessins? Fait, non, sur les 580 œuvres, il y en a 82 qui sont mis aux enchères et 500 qui sont à prix fixe. C'est-à-dire qu'on ne fait pas monter le prix, on ne fait pas monter le prix, le prix est celui affiché, elles partent au prix affiché. Donc ça, il y en a 500 en vente. C'est quoi le prix minimum? 5 €. Ah oui, donc on peut se faire plaisir à petit prix. Tout à fait. Le but du jeu, c'est de vraiment permettre à tous les budgets de participer à cette vente. Alors d'abord, l'entrée est gratuite. Oui, ça faut le repréciser. Voilà, donc ça veut dire que tout le monde peut venir. On peut repartir sans avoir ouvert son portefeuille et par contre s'en être mis plein les yeux parce que 580 œuvres présentées, c'est quasiment unique. C'est une exposition à part entière en fait. Tout à fait. C'est une exposition à part entière et donc c'est l'opportunité de découvrir des univers de BD. Voilà. Et on peut venir aussi avec ces BD. Et voilà, et vous pouvez venir avec une BD que nous on remet aux enfants hospitalisés ou aux enfants en difficulté, difficultés familiales, difficultés sociales, peu importe. L'histoire, c'est de permettre aux enfants et aux plus âgés, aux ados, de s'évader par le monde de la BD, voilà, d'échapper un peu toute cette ambiance morose. Tous les ans, les gens amènent beaucoup de BD, des enfants apportent aussi leur... tout à fait, oui. Et on les remet à des associations qui sont en interaction directe avec les enfants. Certains dessinateurs, auteurs sont présents ce samedi aussi? Tout à fait. Le jour J, les deux parrains, Bruno Bessadi et Emmanuel Lepage, sont présents toute la journée, plus 6 auteurs qui viennent dédicacer un portfolio qu'on a créé spécialement pour l'édition Zéphyr. Donc il y a 2 auteurs là, qui ont fait 20 illustrations originales pour le projet qu'on a rassemblé sous forme d'un portfolio numéroté et les personnes pourront le dédicacer auprès des auteurs présents. Il faut y aller en tous les cas au Océanopolis samedi. C'est dès 10h, c'est gratuit. Et de toute façon, on retrouve toutes les infos. Ou si vous voulez vous inscrire pour faire la vente à distance, c'est sur zephyr.fr. Merci beaucoup Olivier Mignin. C'est moi qui vous remercie. Et tout de suite, on passe à l'instant culture. Et pour commencer, Gwen, on reste dans le domaine de la BD. Oui, Pauline, pour vous signaler une conférence animée par le scénariste brestois Chris, donc bien connu dans le monde de la BD. Ça se passe ce jeudi 26 novembre à 20h30 à l'Awena à Guipava. Le thème, la BD, un reflet de la société. Il sera question notamment de citoyenneté et de bande dessinée militante. Et puis de la BD, on passe à la poésie avec le festival Moi les mots. Il se tient à Landivisio jusqu'à dimanche et propose de multiples rendez-vous autour des poésies d'aujourd'hui. Il y a des lectures, bien sûr, mais aussi des spectacles plus insolites, comme par exemple, je pense que ça va vous plaire, ça, Pauline, des siestes poétiques. J'adore. Ça donne envie, ouais. Et puis un strip
Texte, mené par un duo féminin d'obsédés textuels. Ça, c'est ce vendredi 27 novembre. On peut aussi noter l'hommage au poète Xavier Graal, prévu dimanche avec Gilles Servat, le groupe Brand Project et le Bagat Bro Quimperlé, ou encore le duo Chris Men et Alem, samedi pour une joute de braise beatbox. Enfin, le chanteur Alexis HK vient jouer également samedi son spectacle Georges et moi, dans lequel il reprend les chansons savoureusement irrévérencieuses de Georges Brassens. Et puis on précise qu'Alexis HK, donc après son concert samedi au Vallon à l'Andivisio, sera dimanche à l'espace Glenmore à Carré, toujours avec ce spectacle Georges et moi, et on ne résiste pas à l'envie de l'écouter avec la ronde des jurons. Quand les Gaulois de bonne aloi du franc-parler suivaient la loi, jurant par là, jurant par-ci, jurant ta langue raccourcie, comme des grains de chapelet, les joyeux jurons défilaient. Tous les morts bleus, tous les ventres bleus, les sacres bleus et les cornes gidouillent ainsi par bleu, que les jarnies bleues et les pâles sang bleu. Tous les Christi, les ventres seins gris, les parmabarbe et les noms d'une pipe ainsi pardi, que les sapristis et les sacristis. Et on reste dans la chanson, Gwen, avec Lise Chéral, petite sœur, non? Petite sœur de Jeanne Chéral, effectivement. Elle fait aussi son bout de chemin dans la chanson. Alors, elle est pianiste, guitariste, accordéoniste, donc multi-instrumentiste. Et elle apporte une multitude de couleurs à son répertoire. Lise Chéral vient dévoiler sur scène les titres de son nouvel album Les Survivantes, ce jeudi 26 novembre à l'Archipel à Fouesnant. Et on va découvrir en images un extrait du titre Les Heures en Or. Il danse, 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 danse en toute inconscience. Dans d'autres circonstances, évidemment, c'eût été différent. Mon ami, mon amant, quelle chance, 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 on joue avec nos corps. Pendant des heures en or, on en voudrait encore, encore, encore. Et puis Gwen, une alerte nouveau festival encore. Mais oui, ça s'appelle cette fois. Légendaire. Rendez-vous est donné ce samedi 28 novembre à la salle Kergézékel de Lesneven pour une affiche 100% celte avec 3 groupes, Gwenlan et son rock celtique, les irréductibles flibustiers de Soldat Louis ou encore DJ Miss Blue et sa drum and braise captivante. Par ailleurs, les amateurs de musique bretonne ne vont pas manquer Bombarde en fête. C'est le rendez-vous de tous les sonneurs de Bombarde de Bretagne. Près de 600 musiciens sont attendus ce dimanche 29 novembre au Nautile à la Forêt-Fouesnant. Ça débute à 11h et comme l'indique l'affiche, c'est jusqu'à pas d'heure. Direction Banalec pour parler cinéma, Gwen. Alors pour sa 7e édition, le festival Les Passeurs de Lumière, dédié aux arts de l'image, s'intéresse jusqu'à dimanche à l'univers cinématographique des gens du voyage. Rencontres avec des professionnels de cinéma, expositions, concerts Zigan, mais surtout projections de films vont rythmer ce week-end en pays de Quimperlé. On pourra notamment découvrir en avant-première le film Tsunami de Jacques Deschamps, en sa présence, puisqu'il est l'invité d'honneur cette année. Et puis, il sera possible aussi de revoir quelques-uns des films du cinéaste Tony Gatliff, très attaché au monde des gens du voyage. Et la suite est à découvrir ce week-end en pays de Quimperlé. Pour tout savoir sur la programmation, un site internet www.festivalpasseurdelumière.fr. Merci beaucoup, Gwen, pour ce beau programme. Ça va être dur de choisir. Tout de suite, on passe au Focus Programme. Et ce jeudi, dans la case La Bretagne en prime time, donc à 20h45 sur TBO, ne manquez pas le documentaire à part entière qui raconte le combat de Fouzia, Béatrice, Fadma et Marjolaine, des Françaises, musulmanes et militantes féministes au sein de l'association Alouda. Une belle réflexion sur la place des femmes musulmanes aujourd'hui en France. On regarde un petit extrait. L'islam, comme toutes les religions qui ont précédé, appelle à la pudeur. À la pudeur pour l'homme et pour la femme. Moi, tout ce qui m'importe, c'est comment je dois m'habiller, comment je dois garder ma pudeur en étant musulmane, mais aussi en enlevant cette barrière, parce que j'ai l'impression de mettre une barrière avec les non-musulmans, et qui fait qu'ils ne viennent pas me voir, parce qu'il y a le foulard.
Moi, ce qui m'importe, en fait, c'est, en tant que musulmane, comment je peux ne pas choquer les musulmans, les non-musulmans. C'est ça la difficulté, c'est qu'on a beaucoup d'écoles, on n'a pas de clergé dans l'islam. Donc tu vas rencontrer différents avis, différents... Donc c'est là où il y a l'effort personnel, si tu veux. Voilà, et jeudi également sur TBO à 18h15, on vous retrouve Gwen Fleur dans X Session avec le groupe, le duo brestois pop-folk Grand Palladium. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.